Il arrive un moment dans la vie de chaque personne où elle se regarde dans le miroir et réalise qu'elle a dérivé, sans grandir, sans construire, juste en existant. Les jours se confondent en semaines, les mois disparaissent en années, et soudain nous sommes hantés par le poids écrasant du temps gaspillé. Les anciens stoïciens nous ont mis en garde contre ce piège exact il y a plus de 2000 ans, quand Sénèque a écrit « Vous agissez comme des mortels dans tout ce que vous craignez, et comme des immortels dans tout ce que vous désirez. » Ces mots touchent profondément, car ils exposent une contradiction fondamentale dans notre façon de vivre. Nous craignons les désagréments quotidiens triviaux, une conversation difficile, un entraînement exigeant, l'inconfort d'apprendre quelque chose de nouveau. Pourtant, nous agissons comme si nous avions un nombre infini de lendemains, pour poursuivre nos rêves les plus profonds et nos plus hautes aspirations. Nous micro-gérons les anxiétés mineures, tout en macro-procrastinant sur les choses mêmes qui pourraient transformer notre existence. Le temps ne nous est pas volé, il n'est pas arraché par des forces extérieures. Il est volontairement abandonné heure par heure, choix par choix, jusqu'à ce que nous nous réveillions un jour en nous demandant où nos vies sont parties. Le philosophe romain Sénèque, qui comprenait la psychologie du délai humain mieux que peut-être quiconque dans l'histoire, a observé que la plupart des gens ne vivent pas. Ils ne font que reporter le fait de vivre. Ils existent dans un état perpétuel de préparation, toujours en train de se préparer à se préparer, pour toujours sur le point de commencer. Mon ami, ce n'est pas la paresse qui détruit le potentiel de la plupart des gens, c'est le délai, ce murmure séducteur qui dit « Demain, demain tu vas devenir sérieux avec ta santé, demain tu vas démarrer cette entreprise, demain tu vas avoir cette conversation difficile, demain tu vas commencer à investir dans ton futur. » Mais demain est le mot le plus dangereux dans n'importe quelle langue, car il promet tout en ne livrant rien. Cette habitude du délai explique pourquoi tant de gens meurent avec ce qu'Oliver Wendell Holmes appelait leur musique encore en eux, leur potentiel inexploité, leurs livres non écrits, leurs entreprises non construites, leurs rêves non vécus. Les stoïciens vivaient selon une philosophie radicalement différente. Ils croyaient en l'urgence mariée à la présence, à construire avec une intention systématique plutôt qu'espérer une transformation spontanée. Ils comprenaient que l'écart entre qui vous êtes et qui vous pourriez devenir ne se ferme que par une action délibérée et disciplinée, prise de manière cohérente dans le temps. Marc Aurèle, l'homme le plus puissant du monde antique, a écrit dans ses journaux privés « À l'aube, quand tu as du mal à sortir du lit, dis-toi, je dois aller travailler en tant qu'être humain. » Remarquez qu'il n'a pas dit en tant qu'empereur ou dirigeant, il a dit en tant qu'être humain. Car il comprenait que notre travail principal en tant qu'humain n'est pas d'accumuler des titres, de la richesse ou de la reconnaissance. C'est d'actualiser notre potentiel pour devenir l'expression la plus complète de ce dont nous sommes capables. Regarde autour de toi aujourd'hui. La plupart des gens ont cessé de grandir spirituellement, mentalement, émotionnellement et financièrement. Ils se sont inconsciemment installés dans un modèle de stagnation confortable. Ils suivent des routines sans but, consomment sans intention et existent sans vraiment vivre. Ils ont cessé de se battre pour leur propre potentiel. Mais ce message n'est pas pour les gens qui sont satisfaits de la médiocrité. C'est pour ceux d'entre vous qui ressentent cette colère silencieuse qui brûle à l'intérieur, la colère juste qui dit « Je sais que je suis destiné à bien plus que cela ». Si ce feu brûle encore en vous, alors il est temps d'arrêter de négocier avec votre propre potentiel et de commencer à construire la vie que vous savez capable de vivre. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous donner une motivation temporaire qui s'estompera la semaine prochaine. Je suis ici pour vous fournir un réveil systématique basé sur une sagesse ancienne qui a transformé des vies pendant plus de 2 millénaires. Car voici la vérité brutale. Si vous continuez à marcher dans la vie dans un état d'inconscience confortable, en faisant confiance à des lendemains sans fin, en blâmant les circonstances extérieures pour vos choix internes, en attendant des moments parfaits qui ne viendront jamais, vous vieillirez inévitablement avec un cœur lourd, plein de regrets écrasants. Et le regret, les stoïciens le savaient, est le fardeau le plus lourd qu'une âme humaine puisse porter. Épictète, qui est passé de l'esclavage littéral à devenir l'un des enseignants les plus influents de l'histoire, a posé une question qui devrait hanter chaque personne qui a reporté sa propre grandeur. Combien de temps vas-tu attendre avant d'exiger le meilleur de toi-même? Réponds à cette question avec une honnêteté complète. N'as-tu pas assez attendu? À partir de ce moment, je te défie de marcher avec urgence. Pas d'anxiété, pas de panique, pas d'énergie frénétique,
mais avec l'urgence focalisée de quelqu'un qui comprend vraiment que le temps est la seule ressource que tu ne peux jamais reconstituer. Construis ta vie brique par brique, décision par décision, jour par jour, car personne d'autre ne fera ce travail sacré pour toi. C'est ton combat à gagner, ton potentiel à actualiser, ta vie à construire. Dans cette vidéo, je vais te guider à travers 7 principes stoïciens puissants qui ne feront pas que changer ta perspective, mais te forceront vers une croissance réelle et durable. Ce ne sont pas des platitudes réconfortantes ou du bourrage motivationnel. Ce sont des stratégies éprouvées pour l'excellence humaine qui ont été prouvées dans le creuset de la vraie vie par quelques-uns des individus les plus accomplis de l'histoire. Écoute attentivement, applique impitoyablement, et ta vie ne sera plus jamais la même. Avant de commencer, si tu es vraiment sérieux à propos de transformer ta vie plutôt que d'être simplement diverti par l'idée de transformation, like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Ton engagement me dit que tu es prêt à passer de la consommation à l'implémentation. Si cela parle à ton âme, revendique-le dans les commentaires. Plus de délai. Je construis ma vie maintenant. Numéro 1. Arrête de négocier avec ta paresse. La première étape la plus cruciale pour construire une vie puissante est trompeusement simple mais profondément difficile. Tu dois complètement arrêter de débattre avec ta propre faiblesse. Tu dois terminer les négociations internes épuisantes qui arrivent chaque jour entre la personne que tu es et la personne que tu sais que tu pourrais devenir. Marc Aurèle, l'empereur philosophe qui dirigeait le vaste empire romain tout en faisant face aux pestes, aux guerres et aux pressions politiques constantes, a écrit dans son journal personnel: « À l'aube, quand tu es réticent à te lever, aie cette pensée prête. Je me lève pour le travail d'un être humain. » Pense à la signification profonde de cela. L'homme le plus puissant du monde antique, quelqu'un qui aurait pu s'adonner à tous les conforts et luxes imaginables, devait encore lutter contre cette même voix intérieure qui supplie la facilité, le confort, juste 5 minutes de plus pour éviter la responsabilité. Mais voici ce qui rendait Marc Aurèle extraordinaire. Chaque matin, il déclarait la guerre à cette voie de médiocrité confortable. Il comprenait que la bataille pour ta vie se gagne ou se perd dans ces moments cruciaux, quand ta discipline rencontre ton désir de facilité. C'est exactement l'état d'esprit que tu dois adopter si tu veux construire quelque chose de significatif avec ton existence. Car rien ne détruit le potentiel humain plus vite que l'habitude de négocier avec ta propre paresse. Considère à quelle fréquence tu as engagé ces négociations internes au cours du mois dernier. Ton alarme sonne au moment que tu as délibérément fixé et immédiatement le marchandage commence. Juste 5 minutes de plus. Je me lèverai plus tôt demain. Je n'ai pas bien dormi, donc c'est différent. Tu as planifié de faire de l'exercice, mais tu te convaincs que tu commenceras frais lundi. Tu t'es engagé à lire ou apprendre quelque chose de nouveau, mais tu rationalises que scroller sur ton téléphone est d'une certaine façon une forme de recherche ou de rester informé. Chaque fois que tu te rends au confort plutôt qu'à l'engagement, quelque chose de profond et dommageable arrive. Ton respect de soi s'érode silencieusement. Tu commences à perdre foi en ta propre parole, même quand cette parole est donnée à toi-même. Tu commences à te voir comme quelqu'un qui a de bonnes intentions, mais un mauvais suivi. Quelqu'un qui a de bonnes intentions, mais sur qui on ne peut pas compter pour faire ce qu'il dit qu'il fera, même à lui-même. Le stoïcisme ancien nous enseigne que la discipline ne concerne pas la punition de soi dure ou la rigidité sans joie. Il s'agit d'honneur. L'honneur profond qui vient de savoir que tu t'es présenté pour toi-même, même quand chaque fibre de ton être voulait prendre le chemin facile. Il s'agit de construire une confiance inébranlable avec toi-même, sachant que quand tu prends un engagement, même un petit, tu peux compter sur toi pour le suivre. Les stoïciens comprenaient que la paresse opère sur plusieurs niveaux. La paresse physique est évidente. C'est la réticence à bouger ton corps, à faire de l'exercice, à s'engager dans le travail physique. Mais il y a aussi la paresse mentale, qui est bien plus insidieuse. La paresse mentale te convainc que penser aux problèmes est la même chose que les résoudre, que planifier équivaut à exécuter, que les bonnes intentions sont des substituts suffisants aux actions concrètes. Puis il y a la paresse émotionnelle, la tendance à éviter les conversations difficiles, à reporter la gestion des problèmes relationnels, à rester dans des situations qui te drainent, plutôt que de faire le dur travail du changement. Et finalement, il y a la paresse spirituelle, l'échec à examiner tes valeurs plus profondes, à questionner si tes actions quotidiennes s'alignent avec tes croyances déclarées, à faire le travail continu de devenir le genre de personne que tu respectes.
Voici ce que tu dois comprendre. La paresse n'est pas juste un état temporaire ou un défaut de caractère. C'est une habitude mentale qui se renforce chaque fois que tu la satisfais. Comme toute habitude, elle devient plus automatique et plus puissante par la répétition. Mais le contraire est aussi vrai. La discipline est une habitude qui devient plus forte chaque fois que tu choisis l'effort plutôt que la facilité, l'action plutôt que l'évitement, l'inconfort plutôt que la gratification immédiate. Les stoïciens croyaient profondément en ce qu'ils appelaient l'inconfort volontaire, la pratique délibérée de choisir des actions difficiles quand des alternatives plus faciles sont disponibles. Ils se réveilleraient tôt quand ils voulaient dormir plus longtemps, s'exerceraient quand leurs muscles étaient douloureux, travailleraient quand leur esprit réclamait le repos, mangeraient des aliments simples quand le luxe était disponible. Ce n'était pas du masochisme ou de l'autopunition, c'était une préparation stratégique pour les défis inévitables de la vie. Quand tu pousses régulièrement à travers la résistance dans de petits domaines, tu construis le muscle mental pour pousser à travers la résistance dans de plus grands domaines. Quand tu honores tes engagements envers toi-même dans les affaires mineures, tu développes le caractère pour les honorer dans les affaires majeures. Quand tu te prouves que tu peux faire ce que tu dis que tu feras, même quand tu n'en as pas envie, tu deviens quelqu'un à qui on peut faire confiance avec de plus grandes responsabilités et opportunités. Que perds-tu réellement en restant dans des modèles de paresse? Tu perds du temps. La seule ressource qui, une fois dépensée, ne peut jamais être récupérée. Tu perds des opportunités car pendant que tu négocies avec ta résistance, quelqu'un d'autre avec moins de talent, mais plus de discipline, prend action et avance. Tu perds confiance car chaque fois que tu romps une promesse à toi-même, tu renforces l'identité de quelqu'un sur qui on ne peut pas compter pour suivre. Plus important encore, tu perds tes rêves. Pas dramatiquement, pas d'un coup, mais lentement, graduellement, par l'effet composé de petites redditions qui s'accumulent au fil du temps. Chaque jour où tu retardes de prendre action, la vie continue d'avancer. L'entreprise que tu voulais démarrer est démarrée par quelqu'un d'autre. La compétence que tu voulais développer est maîtrisée par quelqu'un d'autre. La relation que tu voulais construire est construite par quelqu'un d'autre. Le stoïcisme exige que tu te maîtrises avant que la vie te force à t'incliner devant des circonstances hors de ton contrôle. Le meilleur moment pour vaincre la paresse n'est pas quand tu te sens motivé. La motivation est temporaire et non fiable. Le meilleur moment pour vaincre la paresse est maintenant, en ce moment, peu importe comment tu te sens. Comment éliminer systématiquement la paresse de ta vie en utilisant les principes stoïciens? Premièrement, attends-toi à la résistance. Ne sois pas surpris quand ton corps et ton esprit veulent la facilité. Cette résistance est naturelle et universelle. Même Marc Aurèle l'a ressenti. La différence entre les gens qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas n'est pas l'absence de résistance, mais la réponse à la résistance. Deuxièmement, crée des routines et des systèmes quotidiens qui opèrent indépendamment de ton état émotionnel. Que tu te sentes énergique ou fatigué, motivé ou découragé, inspiré ou ennuyé, tu exécutes tes engagements. Cela élimine le besoin de prendre des décisions basées sur des sentiments fluctuants et crée un élan automatique dans ta vie. Troisièmement, réduis systématiquement les tentations et distractions plutôt que de compter uniquement sur la force de volonté pour les résister. Si tu veux lire plus, enlève le téléphone de ta chambre. Si tu veux manger plus sainement, ne garde pas de malbouffe dans ta maison. Si tu veux faire de l'exercice régulièrement, prépare tes vêtements d'entraînement la veille. Rends les bons choix plus faciles et les mauvais choix plus difficiles par la conception environnementale. Finalement, apprends à célébrer l'inconfort de l'effort, plutôt que de le voir comme quelque chose à endurer. Cet inconfort physique pendant l'exercice est ton corps qui s'adapte et devient plus fort. Cet inconfort mental en apprenant quelque chose de difficile est ton cerveau qui forme littéralement de nouvelles voies neurales. Cet inconfort émotionnel pendant les conversations difficiles est toi qui développes le courage et l'authenticité. La douleur devient ta preuve. Preuve que tu deviens activement quelqu'un d'extraordinaire. Si tu regardes ceci maintenant et que tu te reconnais dans le modèle de négociation avec ta propre paresse, commence par te pardonner pour les échecs passés. Le passé est immuable, mais l'avenir est entièrement sous ton influence. À partir de ce moment, trace une ligne claire. La nouvelle version de toi ne négocie plus avec la faiblesse. Tu te lèves quand l'alarme sonne. Peu importe combien de sommeil tu as eu. Tu travailles même quand tu es fatigué, car la discipline fonctionne quand la motivation échoue. Tu t'entraînes même quand tu n'es pas inspiré, car la consistance crée la capacité. Tu lis même quand tu t'ennuies, car la connaissance se compose au fil du temps.
Et jour après jour, par ces petits actes d'autodiscipline, tu sentiras la transformation. Ton esprit devient plus net, ton corps devient plus fort, ton caractère devient plus fiable, et ta vie devient exponentiellement meilleure, pas par la chance ou les circonstances externes, mais par l'application systématique du choix discipliné. Le chemin stoïque n'est pas le chemin facile, mais c'est le seul chemin qui mène à la grandeur authentique, au respect de soi authentique, et à la satisfaction profonde qui vient de savoir que tu es devenu l'expression la plus complète de ton potentiel. Le confort est une belle prison. La discipline est la clé de la liberté. La question qui déterminera la trajectoire de toute ta vie est simple. Vas-tu utiliser cette clé? Possède ta croissance en tapant ceci ci-dessous. Je refuse de négocier avec la paresse. Numéro 2. Construis une clarté impitoyable sur ta vie. Le deuxième principe fondamental pour construire une vie extraordinaire s'attaque à l'un des problèmes les plus communs, mais dévastateurs qui affligent la société moderne, l'épidémie de vie imprécise. Beaucoup de gens restent perpétuellement bloqués, frustrés et insatisfaits, non pas parce qu'ils manquent d'intelligence, de ressources ou d'opportunités, mais parce qu'ils manquent de quelque chose de bien plus basique et essentiel. Une clarté cristalline sur ce qu'ils essaient réellement de construire avec leur vie. Ils dérivent dans leur journée comme des navires sans ancre, ballottés par les vents qui soufflent dans leur direction. Ils se réveillent chaque matin et réagissent à ce qui semble urgent plutôt que de poursuivre proactivement ce qui est vraiment important. Ils prennent des décisions basées sur des émotions immédiates plutôt que sur une vision à long terme. Ils disent oui à des opportunités qui ne s'alignent pas avec leurs valeurs et non à des défis qui pourraient transformer leur vie. Sénèque, qui a servi comme conseiller aux empereurs tout en construisant une grande richesse et une sagesse philosophique, comprenait intimement ce défi quand il a écrit « Si un homme ne sait vers quel port il navigue, aucun vent n'est favorable ». Ce n'est pas simplement une métaphore poétique. C'est un avertissement pratique sur la futilité de l'action sans direction. Quand tu manques de clarté sur ta destination, même les forces les plus puissantes en ta faveur deviennent sans signification. Même les opportunités qui pourraient changer ta vie se sentiront écrasantes ou non pertinentes parce que tu n'as aucun cadre pour évaluer leur signification. Pour vraiment commencer à construire ta vie plutôt que de simplement gérer tes circonstances, tu dois devenir brutalement et sans compromis clair sur ce que tu construis réellement. Tu ne peux pas continuer à te réveiller chaque jour en espérant que quelque chose de magique t'arrivera. Tu ne peux pas continuer d'attendre que les circonstances extérieures fournissent la direction que toi seul peux déterminer. Tu ne peux pas sous-traiter la responsabilité de concevoir ta vie à d'autres personnes, à la société, aux circonstances ou au hasard. Le stoïcisme concerne fondamentalement la vie intentionnelle. Vivre avec un but conscient plutôt qu'une réaction inconsciente. Cela exige que tu t'engages avec certaines des questions les plus difficiles qu'un être humain peut se poser. Quel genre de personne veux-je devenir au cours des 5 prochaines années? Quelles compétences spécifiques veux-je maîtriser et pourquoi? Quel genre de santé physique, clarté mentale, stabilité financière et force de caractère veux-je posséder? Quels problèmes veux-je résoudre dans le monde? Quel héritage veux-je laisser derrière? Mais voici où la plupart des gens font une erreur critique. Ils approchent ces questions de manière désinvolte, donnant des réponses vagues et socialement acceptables qui sonnent bien, mais ne fournissent aucune orientation réelle pour la prise de décision quotidienne. Ils disent qu'ils veulent réussir sans définir ce que le succès signifie pour eux personnellement. Ils veulent être heureux sans comprendre ce qui leur apporte vraiment l'épanouissement durable. Ils veulent faire une différence sans identifier des problèmes spécifiques qu'ils se sentent appelés à résoudre. Le vague est l'ennemi de l'accomplissement. La précision est le fondement du pouvoir. Quand Marc Aurèle a écrit ses méditations, il ne créait pas de jolies déclarations philosophiques pour la consommation publique. Il se forçait à penser avec une clarté de rasoir sur ses valeurs, ses responsabilités et ses priorités. Il comprenait qu'un dirigeant qui ne peut pas penser clairement sur sa propre vie ne peut pas diriger les autres efficacement. La vraie clarté exige que tu t'assoies avec toi-même sans distraction, sans les opinions d'autres personnes, sans les médias sociaux, sans aucun du bruit qui noie habituellement ta voix authentique, et réponds aux questions authentiquement difficiles. Que veux-tu contribuer au monde que toi seul peux contribuer? Quelle douleur ou problème te sens-tu uniquement équipé pour aborder? Pour quel style de vie es-tu vraiment prêt à sacrifier? Pas juste rêver. Car voici ce qui sépare la vraie clarté de la pensée magique. La clarté ne concerne pas seulement les rêves et aspirations.
Elle concerne les sacrifices et les compromis. Si tu veux construire quelque chose d'extraordinaire, tu dois aussi être prêt à renoncer à tout ce qui t'affaiblit ou te distrait de ce processus de construction. Cela pourrait signifier prendre de la distance avec des amis qui drainent ton énergie. Cela pourrait signifier dire non aux activités sociales qui ne s'alignent pas avec tes priorités. Cela pourrait signifier éliminer des habitudes qui consomment ton temps sans contribuer à ta croissance. Une fois que tu atteins une vraie clarté sur ta direction, ta vie devient dramatiquement plus simple et plus puissante. Pas plus facile. La clarté n'élimine pas les défis, mais plus simple parce que tu as maintenant des critères clairs pour prendre des décisions. Cette opportunité me rapproche-t-elle de qui je veux devenir ou m'en éloigne-t-elle? Cette relation m'énergise-t-elle ou me draine-t-elle? Cette activité contribue-t-elle à ma vision à long terme ou consomme-t-elle simplement mon attention à court terme? Quand tu sais exactement où tu vas, ce qui ne s'aligne pas avec cette destination se fait naturellement éliminer. Tu arrêtes de dire oui aux choses par culpabilité, ennui ou pression sociale. Tu commences à dire non aux bonnes opportunités pour pouvoir dire oui aux excellentes. Tu commences à comprendre ce que Sénèque voulait dire quand il a dit que la vraie richesse ne consiste pas à avoir beaucoup de possessions, mais à avoir peu de désirs qui s'alignent parfaitement avec tes valeurs les plus profondes. Même Marc Aurèle, malgré l'accès au pouvoir et luxe illimité, se rappelait constamment « Tu pourrais quitter la vie maintenant. Laisse cela déterminer ce que tu fais, dis et pense. » Ce n'était pas de la pensée morbide, c'était de la pensée de clarté. Quand tu intériorises vraiment la réalité que ton temps est limité et précieux, tu arrêtes de le gaspiller sur des activités, relations et poursuites qui ne contribuent pas à ton plus grand bien. Ce rappel de mortalité nous pousse vers une clarté au laser. Si la mort est garantie et le moment incertain, alors passer tes jours limités dans la confusion, distraction ou activité sans but devient un profond déshonneur au cadeau de l'existence. Quand tu es clair sur tes valeurs et directions, tu bouges avec intention plutôt que dériver avec les circonstances. Tu parles avec un but plutôt que juste faire du bruit. Tu te réveilles avec une raison convaincante de t'engager pleinement avec la journée qui t'attend. L'application pratique de ce principe exige que tu crées ce que j'appelle un manifeste personnel, un document écrit qui capture tes valeurs fondamentales, ta vision à long terme et tes non négociables. Écris spécifiquement qui tu dois devenir pour atteindre la vie que tu désires vraiment, pas la vie que les autres attendent de toi de vouloir. Définis tes non négociables absolus, les choses sur lesquelles tu refuses de faire des compromis, peu importe la pression externe ou la commodité. Peut-être que tes non négociables incluent ta routine matinale qui donne le ton pour toute ta journée. Peut-être inclut-il ton engagement envers la condition physique comme fondation pour la force mentale et émotionnelle. Il pourrait impliquer ta dévotion à l'apprentissage continu et au développement des compétences, ou ton insistance sur la discipline financière et l'investissement dans ton futur soi. Le contenu spécifique importe moins que la clarté et l'engagement avec lesquels tu définis et protèges ces priorités. Une fois que tu construis cette clarté, ta responsabilité suivante est de la protéger férocement parce que le monde essaiera constamment de te distraire avec le bruit, le divertissement, le drame, les ragots et les urgences d'autres personnes. Les algorithmes des médias sociaux sont spécifiquement conçus pour fragmenter ton attention. Les cycles de nouvelles sont conçus pour créer de l'urgence artificielle à propos de choses que tu ne peux pas contrôler. La culture de consommation profite de te garder confus sur ce dont tu as réellement besoin versus ce que tu penses que tu veux. Mais tu n'es pas comme la plupart des gens. Tu n'es pas désinvolte à propos de ton existence. Tu deviens un architecte stoïque de ton propre destin. Tu dois garder ta concentration et clarté comme un guerrier garde son arme la plus précieuse. Quand les forces externes essaient de te tirer hors cours, ta clarté devient ta boussole, te pointant toujours vers ce qui importe vraiment. La clarté, quand correctement développée et férocement protégée, devient une arme stratégique. Avec elle, tu tranches à travers la confusion et prends des décisions rapidement et avec confiance. Sans elle, tu te noies dans le chaos d'options infinies et les opinions d'autres personnes. Dans un monde qui profite de ta distraction et confusion, maintenir une concentration cristalline sur ton propre chemin devient non seulement un avantage personnel, mais un acte de rébellion contre les forces qui veulent te garder petit, incertain et facilement manipulé. Quand on a demandé à Épictète pourquoi il s'entraînait si rigoureusement à la pensée philosophique, il a répondu « Aucun homme n'est libre qui n'est pas maître de lui-même. » Tu deviens le maître de ta vie au moment précis
où tu deviens clair sur la vie que tu es déterminé à construire, peu importe ce que quiconque d'autre pense de tes choix. Donc regarde dans ton futur avec des yeux nets et sans compromis. Décide avec précision qui tu veux devenir. Identifie avec une honnêteté brutale ce que tu dois éliminer de ta vie actuelle. Puis avance avec une clarté inébranlable sur ta direction. Même si cela signifie marcher seul. Même si cela signifie décevoir des gens qui te préfèrent petit et incertain. Même si cela signifie faire des choix que les autres ne peuvent pas comprendre. Ta vie n'est pas une démocratie. Tu n'as pas besoin de consensus ou d'approbation pour poursuivre ta vision la plus haute de ce qui est possible. Tu as juste besoin de clarté, d'engagement et du courage d'agir sur les deux. Numéro 3. Arrête d'attendre la motivation. Crée l'élan toi-même. Le troisième principe transformateur qui sépare ceux qui construisent réellement des vies significatives de ceux qui ne font que rêver d'elles s'attaque à l'un des mythes les plus répandus et destructeurs dans la culture moderne du développement personnel. La croyance que le succès appartient à ces quelques chanceux qui se réveillent chaque jour, inondés de motivation et d'inspiration naturelle. Ce n'est pas juste faux, c'est dangereusement trompeur. Cela garde des millions de personnes piégées dans des cycles d'attente, d'espoir et de préparation perpétuelle pendant que leur vie glisse inutilisée. La vérité que les grands accomplisseurs comprennent mais articulent rarement est celle-ci. Le vrai succès n'est pas alimenté par l'inspiration constante ou la motivation naturelle. Il est alimenté par un élan systématiquement créé et soigneusement maintenu. L'ancien philosophe stoïque Cléante, qui travaillait comme boxeur de nuit et ouvrier de jour pour financer son éducation philosophique, comprenait ce principe quand il enseignait « Quand l'effort requis pour soulever une pierre lourde est trop grand, plaçant une autre dessous, et continue. » Ce n'est pas juste un conseil pratique sur le déplacement de pierres, c'est une métaphore profonde pour l'accomplissement humain. Quand la motivation échoue, quand l'inspiration s'estompe, quand ton énergie émotionnelle est faible, tu ne t'arrêtes pas. Tu trouves un levier. Tu crées des systèmes. Tu construis un élan qui te porte vers l'avant peu importe comment tu te sens. L'erreur fondamentale que font la plupart des gens est d'attendre de se sentir d'humeur à faire quelque chose avant de prendre action. Cette approche garantit la médiocrité, parce que les sentiments sont intrinsèquement non fiables, fluctuants basés sur le sommeil, la météo, le stress, la glycémie, les interactions sociales, les cycles de nouvelles et d'innombrables autres variables complètement hors de ton contrôle. Si tu permets à tes émotions de déterminer tes actions, ta vie ressemblera à des montagnes russes émotionnelles, des périodes d'activité intense suivies par des crashs d'inactivité, des éclats de progrès suivis par des étendues de stagnation. Les stoïciens anciens opéraient selon un paradigme radicalement différent. Ils croyaient que l'action était plus importante que l'émotion, que le comportement devrait diriger le sentiment plutôt que l'inverse. Ils comprenaient que tu n'attends pas de te sentir courageux avant d'agir courageusement. Tu agis courageusement jusqu'à ce que le courage devienne ta réponse naturelle. Tu n'attends pas de te sentir discipliné avant de te comporter avec discipline. Tu te comportes avec discipline jusqu'à ce que la discipline devienne ton mode d'opération automatique. Ce principe s'étend à chaque domaine d'accomplissement significatif. Tu ne voudras pas toujours lire ce livre qui pourrait transformer ta compréhension. Tu ne te sentiras pas toujours excité de faire de l'exercice quand ton corps est fatigué ou douloureux. Tu ne te sentiras pas toujours inspiré à travailler sur le développement de ton art ou de tes compétences. Tu n'auras pas toujours l'énergie émotionnelle pour résister aux tentations que tu sais ne pas servir tes intérêts à long terme. Mais ces moments, quand tu n'as pas envie de prendre une action positive, sont précisément quand l'action importe le plus. Chaque action positive, prise sans inspiration, pendant la fatigue, pendant le découragement, est une frappe directe contre ton ancienne identité et un bloc de construction pour ta nouvelle. C'est une preuve pour toi-même que tu deviens quelqu'un sur qui on peut compter pour suivre peu importe les circonstances. C'est la preuve que ton engagement va plus profond que ton confort. Les stoïciens comprenaient que tu n'as pas besoin de commencer avec des actions massives qui changent la vie. En fait, tenter de faire trop rapidement mène souvent à l'épuisement et à l'abandon de tes objectifs. Une vie stoïque est construite non pas par des éclats occasionnels d'efforts intenses, mais par un mouvement cohérent et durable dans la bonne direction sur des périodes étendues. Veux-tu devenir physiquement fort et sain? Commence avec juste 10 minutes de mouvement, chaque matin. Peu importe comment tu te sens. Pas 2 heures au gym quand tu es motivé, mais 10 minutes cohérentes que tu peux maintenir même lors de tes pires journées. Veux-tu maîtriser une compétence précieuse?
Engage-toi à juste 30 minutes de pratique focalisée quotidiennement, même quand tu es épuisé ou non inspiré. Veux-tu devenir financièrement plus fort et plus sécurisé? Étudie tes finances, options d'investissement ou compétences génératrices de revenus pour juste 15 minutes chaque jour, au lieu de scroller sans réfléchir sur ton téléphone. Ces actions peuvent sembler presque trivialement petites, mais c'est précisément leur pouvoir. Les petites actions maintenues de façon cohérente génèrent ce que les mathématiciens appellent des effets composés, des résultats qui grandissent exponentiellement au fil du temps plutôt que linéairement. Et peut-être plus important encore, les petites actions cohérentes génèrent un élan psychologique. Une fois que l'élan commence à se construire, la motivation suit naturellement plutôt que de précéder l'action. Cette relation entre action et motivation est cruciale à comprendre parce que c'est l'inverse de ce que la plupart des gens attendent. Ils attendent que la motivation dirige l'action, quand en réalité l'action crée la motivation. Quand tu prends des pas positifs vers l'avant, même petits, tu commences à te voir comme quelqu'un qui prend des pas positifs vers l'avant. Ce changement d'identité rend alors les actions positives futures plus probables et plus faciles à maintenir. Rappelle-toi que l'émotion est intrinsèquement non fiable comme fondation pour l'action soutenue. Certains jours, tu te sentiras puissant, énergique et capable de conquérir le monde. D'autres jours, tu te sentiras vide, fatigué, découragé ou dépassé. Si tu permets à ces fluctuations émotionnelles naturelles de déterminer si tu prends une action positive, ton progrès sera erratique au mieux, inexistant au pire. Les stoïciens croyaient profondément en ce qu'ils appelaient la stabilité, l'habileté à maintenir un mouvement vers l'avant cohérent, peu importe les circonstances internes ou externes. Marc Aurèle, qui devait maintenir sa pratique philosophique à travers les guerres, les pestes, les tragédies familiales et l'énorme pression politique, a écrit extensivement sur l'importance de se présenter de façon cohérente plutôt que dramatique. La discipline d'une perspective stoïque ne concerne pas à quel point intensément tu peux performer quand tu en as envie. Il s'agit de la cohérence avec laquelle tu peux te présenter quand tu n'en as pas envie. Il ne s'agit pas de frapper un home run massif quand tu es inspiré. Il s'agit de prendre un petit pas en avant chaque jour, peu importe les conditions. Juste comme l'eau sculpte à travers la pierre solide, non par la force mais par la persistance. L'action disciplinée quotidienne sculpte un nouvel avenir pour toi par la cohérence plutôt que l'intensité. Ce principe a des implications profondes pour comment tu approches le changement personnel. Tu ne te sentiras peut-être jamais complètement prêt à démarrer cette entreprise, écrire ce livre, avoir cette conversation difficile ou faire ce changement de vie significatif. La plupart des gens utilisent ce sentiment de ne pas être prêt comme justification pour le délai. Mais les stoïciens nous rappellent que le seul moment parfait pour l'action positive est maintenant. En ce moment, avec les ressources et connaissances que tu possèdes actuellement. La vie est imprévisiblement courte et impitoyablement impardonnable envers ceux qui attendent les conditions parfaites. Pendant que tu recherches, planifies et attends de te sentir prêt, les opportunités passent, le temps expire, et d'autres personnes avec moins de connaissances, mais plus de volonté d'agir, te devancent. Arrête de trop réfléchir à tes décisions et surplanifier tes actions. Commence à agir avec l'information que tu as. Ajuste basé sur les commentaires que tu reçois et fais confiance que l'élan créera la clarté et confiance que tu attends. Mahatma Gandhi, dont la philosophie était profondément influencée par les idéaux stoïques, a observé que l'action exprime les priorités. Tes actions quotidiennes révèlent ce que tu valorises réellement, pas tes mots, intentions ou objectifs déclarés. Si tu valorises vraiment ton futur soi, ton potentiel et tes rêves, prouve-le par ta volonté de prendre action quand tu n'en as pas envie. Si tu crois vraiment que tu es capable de plus que tes circonstances actuelles ne suggèrent, démontre cette croyance par des choix quotidiens qui reflètent quelqu'un vivant à ce niveau supérieur. Établis ce que j'appelle des minimums quotidiens. La plus petite version possible d'activité importante que tu peux maintenir, même lors de tes journées les plus difficiles. Ces minimums servent d'encre qui te gardent avançant quand la vie devient chaotique, quand la motivation disparaît, quand les circonstances deviennent difficiles. Ton minimum pourrait être 10 pompes quand tu ne peux pas aller au gym, une page de lecture quand tu ne peux pas te concentrer pour des périodes plus longues, ou 5 minutes de méditation quand tu ne peux pas trouver plus de temps. L'objectif de ces minimums n'est pas d'accomplir tout par de petites actions. C'est de maintenir l'élan et la cohérence d'identité. Quand tu honores tes minimums chaque jour, tu te prouves que tu es quelqu'un qui suit ses engagements. Cette preuve construit la fondation psychologique pour des engagements plus importants et des actions plus grandes.
Avance peu importe ton état émotionnel. Laisse tes actions te porter quand tes sentiments t'abandonnent. Fais confiance que le mouvement cohérent dans la bonne direction générera finalement l'enthousiasme et la confiance que tu attends actuellement. Un jour, les gens observeront ta vie et commenteront à quel point tu sembles motivé. Mais tu souriras en connaissant la vérité. Ce n'était pas la motivation qui a créé ton succès. C'était l'élan systématiquement construit et soigneusement maintenu, une petite action à la fois. Numéro 4. Entoure-toi de bâtisseurs, pas de rêveurs. Le quatrième principe critique pour construire une vie extraordinaire s'attaque à l'une des forces les plus sous-estimées mais puissantes qui façonnent ton destin, l'impact profond de ton environnement social. Le chemin pour construire une vie significative et réussie n'est pas destiné à être marché avec n'importe qui. Tu dois devenir impitoyablement sélectif sur les personnes que tu permets dans ton cercle intérieur, parce que ton environnement n'influence pas seulement tes choix. Il façonne littéralement qui tu deviens au niveau le plus profond. Regarde de près, et honnêtement les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps actuellement. Construisent-elles une valeur tangible dans leur vie, ou ne font-elles que rêver et parler de construire? Leurs actions quotidiennes reflètent-elles un engagement sérieux envers la croissance, ou s'engagent-elles dans une planification sans fin, sans exécution? Te défient-elles à devenir meilleur? Ou t'encouragent-elles inconsciemment à rester à leur niveau de confort et médiocrité? Les stoïciens anciens comprenaient quelque chose que la psychologie moderne a maintenant confirmé par des recherches extensives. Tu deviens remarquablement similaire aux personnes avec qui tu passes constamment du temps. Épictète, qui s'est transformé d'un esclave littéral en l'un des enseignants les plus influents de l'histoire, a averti ses étudiants « Évitez de fraterniser avec les personnes négatives, car elles augmentent votre probabilité de couler à leur niveau. » Ce n'est pas une question d'être critique ou élitiste. C'est reconnaître une vérité fondamentale sur la psychologie humaine et l'influence sociale. Ton cercle social arrose soit ta croissance et renforce tes plus hautes aspirations, soit il empoisonne lentement ton potentiel et normalise la médiocrité. Il n'y a pas de terrain neutre. Chaque conversation élève soit ta pensée, soit la diminue. Chaque interaction sociale renforce soit ton engagement envers l'excellence ou affaiblit ta résolution à pousser au-delà du confort. Considère les personnes autour de toi qui prétendent vouloir le succès, l'amélioration ou le changement positif dans leur vie. Maintenant, observe leur comportement quotidien réel, plutôt que d'écouter leurs intentions déclarées. Se lèvent-elles tôt pour travailler sur leurs objectifs ou dorment-elles tard et trouvent des excuses? Investissent-elles leur temps libre dans l'apprentissage, la création ou la construction? Ou passent-elles leur soirée à faire des commérages, consommer du divertissement sans réflexion, ou s'engager dans des activités qui ne contribuent à rien à leurs objectifs déclarés? Beaucoup de gens disent qu'ils veulent la discipline, mais ils passent leur temps social avec des personnes qui célèbrent abandonner quand les choses deviennent difficiles. Ils prétendent vouloir le succès financier, mais ils s'entourent de personnes qui ont des attitudes négatives envers l'argent, le succès et l'accomplissement. Ils disent qu'ils veulent grandir personnellement, mais ils maintiennent des amitiés basées sur des plaintes partagées, plutôt que des aspirations partagées. Si tu continues à garder de telles personnes proches, tu commenceras inconsciemment à accepter leurs standards comme normaux et raisonnables. Bientôt être en retard devient compréhensible parce que tous dans ton cercle sont fréquemment en retard. Faire des excuses devient réaliste parce que tous autour de toi font des excuses pour leur manque de suivi. Abandonner devient mature et connaître ses limites parce que tous autour de toi ont une histoire sur pourquoi ils ont abandonné leurs rêves. Sans même te rendre compte que ça arrive, ton feu intérieur commence à s'assombrir. Non pas parce que tu as perdu ton désir pour une meilleure vie, mais parce que tu es entouré de personnes qui n'ont jamais eu ce feu au départ, ou qui ont éteint le leur il y a des années, et maintenant travaillent inconsciemment à éteindre le tien aussi. La médiocrité aime la compagnie, et la misère recrute toujours. Pour vraiment construire ta vie selon ta vision la plus haute, tu dois stratégiquement et systématiquement t'entourer de ce que j'appelle des bâtisseurs. Des personnes qui prennent constamment action vers des objectifs significatifs. Ce sont des individus qui se réveillent tôt, non pas parce qu'ils doivent, mais parce qu'ils veulent maximiser leur journée. Ils font de l'exercice régulièrement, non pas parce que c'est facile, mais parce qu'ils comprennent la connexion entre la discipline physique et la force mentale. Ils investissent dans l'apprentissage et le développement des compétences, non pas parce que c'est divertissant, mais parce qu'ils sont engagés à augmenter leur valeur et capacité au fil du temps. Les bâtisseurs parlent moins de ce qu'ils vont faire et passent plus de temps à le faire réellement. Ils discutent de stratégie,
partagent des ressources et offrent de l'aide pratique plutôt que juste un soutien émotionnel pour rester confortable. Ils avancent avec une intensité silencieuse, se concentrant sur les résultats plutôt que la reconnaissance. Plus important encore, être autour de telles personnes te force naturellement à élever tes propres standards parce que leur excellence constante fait que tes excuses se sentent honteuses et ton potentiel se sente urgent. C'est pourquoi Marc Aurèle, malgré être entouré de personnes qui accepteraient tout ce qu'il disait, se conseillait constamment de vivre comme sur une montagne, élevé au-dessus du bruit de l'opinion populaire, concentré sur le développement du caractère plutôt que l'approbation sociale, engagé à la croissance plutôt qu'au confort. Il comprenait que même comme la personne la plus puissante dans son monde, il avait besoin de maintenir une distance psychologique des personnes qui pourraient abaisser ses standards ou le distraire de son développement philosophique. L'application pratique de ce principe exige que tu prennes des décisions potentiellement difficiles sur tes relations actuelles. Tu dois graduellement prendre de la distance des personnes qui drainent ton énergie, découragent tes ambitions, ou normalisent des comportements qui t'empêchent d'atteindre ton potentiel. Cela ne signifie pas être cruel ou faire des annonces dramatiques sur la fin d'amitié. Cela signifie simplement réduire lentement le temps et l'énergie émotionnelle que tu investis dans des relations qui ne supportent pas ton plus grand bien. Simultanément, tu dois commencer à graviter vers des personnes, des lieux et des environnements où les individus sérieux se rassemblent. Assiste à différents types d'événements. Rejoins des organisations concentrées sur l'apprentissage, la construction ou l'accomplissement. Passe ton temps dans des bibliothèques, gyms, espaces de co-travail, ateliers ou tout environnement où les personnes travaillent activement à s'améliorer plutôt que juste parler d'amélioration. Certains d'entre vous hésitent parce que vous avez peur que dépasser votre cercle social actuel vous laissera seul. Laissez-moi être direct. La solitude temporaire est infiniment meilleure que la médiocrité permanente. Les stoïciens non seulement embrassèrent les périodes de solitude, ils les considéraient comme un entraînement essentiel pour la force mentale et le développement du caractère. Dans la solitude, tu confrontes tes faiblesses sans la distraction de dynamiques sociales. Tu développes tes propres pensées sans l'influence des opinions d'autres. Tu construis la force intérieure qui te rend digne d'attirer d'autres personnes fortes dans ta vie. Tu ne peux pas trouver des personnes de haut calibre en maintenant des habitudes de bas calibre. Tu ne peux pas attirer des bâtisseurs pendant que tu opères encore comme un rêveur. La solution n'est pas de chercher désespérément de meilleures personnes avec qui passer du temps. La solution est de devenir le type de personne que de meilleures personnes veulent naturellement côtoyer. Commence à construire ta propre vie avec une telle cohérence et excellence que d'autres bâtisseurs remarquent ton engagement et veulent se connecter avec toi. Travaille sur ta condition physique, développement mental, discipline financière et acquisition de compétences avec un tel sérieux que les personnes qui sont aussi sérieuses dans ces domaines sont naturellement attirées par ton énergie et concentration. Rappelle-toi cette vérité fondamentale. Les vrais bâtisseurs construisent peu importe qui regarde ou applaudit. Ils n'ont pas besoin d'encouragement constant ou de validation sociale pour maintenir leur engagement envers l'excellence. Si tu veux transformer ta vie et attirer d'autres personnes qui sont aussi engagées à la transformation, tu dois d'abord devenir quelqu'un qui construit constamment que quelqu'un remarque ou non. La qualité de ta vie sera ultimement déterminée par la qualité des personnes que tu choisis de côtoyer. Choisis des personnes qui te défient à grandir plutôt qu'à te réconforter de rester le même. Choisis des personnes dont les actions t'inspirent plutôt que dont les mots te divertissent. Choisis des personnes qui construisent quelque chose de significatif plutôt que des personnes qui ne font que passer le temps jusqu'à leur mort. Numéro 5. Arrête de consommer pour échapper. Commence à apprendre pour évoluer. Le 5e principe transformateur s'attaque à ce qui peut être l'habitude la plus répandue et destructrice dans la société moderne. La consommation sans réflexion comme forme d'évasion émotionnelle. Nous vivons dans une ère d'accès sans précédent à l'information, au divertissement et à la distraction. Pourtant, la plupart des gens utilisent cet accès non pas pour grandir ou évoluer, mais pour éviter l'inconfort de confronter leur propre potentiel et prendre la responsabilité de leur vie. Observe tes propres modèles, honnêtement. Quand tu scrolles sur les médias sociaux pendant des heures, regarde des saisons entières de séries télévisées en rafale, mange émotionnellement au-delà de la faim physique, ou consomme des flots sans fin de nouvelles et de divertissements. Est-ce que tu grandis vraiment en tant que personne? Ou fuis-tu l'inconfort psychologique qui vient avec la construction de quelque chose de significatif avec ton existence?
Les anciens stoïciens, vivant dans un monde avec bien moins de distractions, mais les mêmes tendances humaines vers l'évitement, comprenaient que consommer sans intention claire est une forme subtile d'autodestruction. Sénèque, qui avait accès à tous les luxes et divertissements que la richesse romaine pouvait offrir, a écrit « Nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité ». Il comprenait que beaucoup de notre consommation nourrit notre imagination, nos peurs, nos anxiétés et nos distractions, plutôt que contribuer à notre sagesse, force ou capacité pratique. La plupart de la consommation moderne est conçue pour te garder dans un état d'engourdissement confortable, évitant doucement l'inconfort psychologique qui signale les opportunités de croissance. Chaque heure que tu passes à consommer du contenu qui ne te défie pas, ne t'éduque pas ou ne t'inspire pas à prendre une action positive est une heure volée à la construction active de ton futur soi. Pense à ceci mathématiquement. Si tu passes actuellement 2 heures par jour dans une consommation sans réflexion, scrolling, regarder, manger ou consommer pour la régulation émotionnelle plutôt que la vraie valeur, c'est 14 heures par semaine, environ 60 heures par mois, plus de 700 heures par année. Maintenant, imagine rediriger même la moitié de ce temps vers lire de la philosophie, apprendre des compétences pratiques, exercer ton corps, étudier la littératie financière, pratiquer un art, ou développer toute capacité qui se compose au fil du temps. En juste une année, sans autres changements à ta vie, tu investirais plus de 350 heures dans ton propre développement. C'est équivalent à presque 9 semaines de travail à temps plein dédiées à devenir plus capable, connaissant et précieux. Sur une décennie, cela représenterait près de 4000 heures de développement personnel délibéré, assez pour atteindre une vraie maîtrise dans plusieurs domaines de la vie. Les stoïciens croyaient que la vie devrait être vécue délibérément et intentionnellement, chaque choix contribuant à ton développement en tant qu'être humain. Cela ne signifie pas que tu ne dois jamais te relaxer ou profiter de plaisirs simples. Cela signifie que ta relaxation devrait être gagnée par l'effort productif et ta consommation devrait servir un but clair plutôt que simplement remplir le temps ou éviter l'inconfort. Marc Aurèle, qui aurait pu s'adonner à tout divertissement ou luxe imaginable, a plutôt écrit dans son journal personnel « Tu deviens ce à quoi tu donnes ton attention ». Ce principe est encore plus crucial aujourd'hui qu'il l'était dans la Rome antique. Si tu donnes constamment ton attention au chaos, drame, négativité ou stimulation sans signification, tu deviendras chaotique, dramatique, négatif et accro à la stimulation. Si tu diriges constamment ton attention vers la sagesse, croissance, santé et défis significatifs, tu deviendras sage, grandissant, sain et confortable avec la difficulté significative. Le changement de l'évasion consomptive à l'apprentissage évolutionnaire commence avec l'auto-évaluation honnête. Pendant une semaine, trace comment tu passes ton temps discrétionnaire. Les heures quand tu ne dors pas, ne travailles pas ou ne gères pas l'entretien de vie de base. Combien de ce temps contribue à ta croissance à long terme versus la gestion émotionnelle à court terme? Puis commence à remplacer systématiquement les habitudes consomptives par des habitudes d'apprentissage. Au lieu d'atteindre automatiquement ton téléphone quand tu te sens ennuyé ou anxieux, atteins un livre qui défie ta pensée. Au lieu de regarder des vidéos aléatoires ou scroller sur les médias sociaux, regarde du contenu éducationnel qui t'enseigne des compétences pratiques. Au lieu de consommer des nouvelles qui te font sentir informé mais impuissant, étudie des sujets qui augmentent ta capacité et influence réelle. Cela ne nécessite pas de changement de style de vie dramatique. Commence en remplaçant juste 30 minutes de consommation quotidienne sans réflexion par 30 minutes d'apprentissage intentionnel. Lis des livres qui élargissent ta compréhension de la psychologie, philosophie, affaires, santé ou tout domaine qui t'intéresse. Écoute des podcasts ou conférences qui défient tes suppositions et t'introduisent à de nouvelles idées. Regarde des vidéos qui t'enseignent des compétences pratiques plutôt que juste te divertir. Mais voici la distinction cruciale. Ne fais pas que consommer de l'information. Applique-la. La connaissance devient sagesse seulement quand elle est testée par la pratique et intégrée dans ta vie quotidienne. Lis sur la condition physique, puis exerce-toi. Étudie les principes de communication, puis pratique-les dans tes relations. Apprends sur la littératie financière, puis implémente de meilleures stratégies de gestion d'argent. La transformation ultime arrive quand consommer devient une activité stratégique plutôt qu'un mécanisme d'évasion. Quand ton cerveau commence à avoir envie de connaissance et croissance plus qu'il a envie de distraction et confort, tu as fait le changement de consommateur à bâtisseur,
de victime des circonstances à architecte de ton propre développement. Marc Aurèle a capturé ceci parfaitement quand il a écrit « Garde en tête que la mesure d'un homme est la valeur des choses dont il se soucie. » Ce que tu choisis de consommer révèle ce dont tu te soucies réellement, peu importe ce que tu dis que sont tes priorités. Si tes modèles de consommation reflètent quelqu'un qui se soucie plus du confort que de la croissance, du divertissement que de l'éducation, de la distraction que du développement, alors ce sont tes vraies priorités, et ta vie les reflètera en conséquence. Prends une décision consciente aujourd'hui de te soucier de ton évolution plus que de ton divertissement. Choisis la croissance par-dessus la distraction répétitivement jusqu'à ce que ça devienne ta préférence naturelle. Investis ton attention dans du contenu qui te rend plus capable, plutôt que du contenu qui fait simplement que le temps passe plus plaisamment. Ton futur soi, la personne que tu pourrais devenir par le développement discipliné et intentionnel, dépend des choix que tu fais maintenant sur comment utiliser ta ressource la plus précieuse, ton attention. Laisse cette affirmation dans les commentaires. Je consomme la sagesse, pas les distractions. Numéro 6. Maîtrise l'ennui. C'est là que la grandeur se construit. Le 6e principe pour construire une vie extraordinaire s'attaque à l'un des facteurs les plus négligés mais critiques qui séparent ceux qui atteignent l'excellence durable de ceux qui restent perpétuellement moyens. L'habileté à non seulement tolérer, mais réellement maîtriser l'ennui. La plupart des gens ne construisent jamais rien de vraiment significatif dans leur vie. Non pas parce qu'ils manquent d'intelligence, de ressources ou d'opportunités, mais parce qu'ils ne peuvent pas gérer une exigence fondamentale de tous les accomplissements significatifs. Les périodes étendues de travail non glamour, répétitifs, apparemment ennuyeux que l'excellence demande. Dans notre culture hyper stimulée de gratification instantanée, l'ennui est devenu quelque chose à éviter à tout prix. Dès que les gens se sentent sous-stimulés, ils atteignent réflexivement leur téléphone, allument le divertissement, cherchent l'interaction sociale ou trouvent toute distraction qui fournit une stimulation immédiate. Cela crée une dépendance psychologique à la nouveauté et excitation constante, qui rend la concentration soutenue sur les objectifs à long terme presque impossible. Marc Aurèle, qui avait accès à toute la stimulation et divertissement que l'Empire romain pouvait fournir, choisit plutôt de passer son temps en réflexion philosophique et développement du caractère. Il se rappelait quotidiennement « Ce n'est pas la mort qu'un homme devrait craindre, mais ne jamais commencer à vivre ». Pourtant, commencer à vraiment vivre au sens le plus profond semble souvent remarquablement ennuyeux aux observateurs extérieurs. Matin précoce passé en réflexion solitaire, heures de pratique répétées sur des compétences fondamentales, longues périodes de concentration silencieuse sur un travail important, mais pas excitant. Routine prévisible maintenue constamment sur des années. C'est là que grandit la vraie grandeur. Pas dans les moments d'inspiration ou d'excitation, mais dans l'accumulation calme, invisible, lente d'expertise et de caractère qui vient de faire ce qui doit être fait quand personne ne regarde et rien ne se sent particulièrement excitant à le faire. Regarde toute personne que tu admires vraiment pour ses accomplissements, compétences ou caractère. Leur réalité quotidienne, dépouillée des points culminants des médias sociaux et de la reconnaissance publique, est largement structurée, disciplinée et répétitive. Ils ne chassent pas l'excitation ou nouveauté constante. Ils n'ont pas besoin que chaque activité se sente stimulante ou divertissante. Ils comprennent quelque chose que la majorité des gens n'apprennent jamais. Ce qui se sent ennuyeux aujourd'hui se composera en capacités si extraordinaires que d'autres appelleront éventuellement les résultats destinés ou talents naturels. Le monde moderne a créé une population entière qui est psychologiquement accro à la stimulation. Cette addiction fait que la concentration soutenue sur toute activité unique se sent inconfortable après juste quelques minutes. Elle crée ce que les chercheurs appellent l'attention partielle continue, un état où tu es toujours quelque peu distrait, toujours cherchant la prochaine source de stimulation, jamais pleinement présent avec ce que tu fais actuellement. Cette addiction à la stimulation est dévastatrice pour ton potentiel, parce que la maîtrise dans tout domaine nécessite ce que les psychologues appellent la pratique délibérée, travail concentré, répétitif sur des compétences spécifiques sur des périodes étendues. Elle exige que tu restes engagé avec des activités qui peuvent se sentir ennuyeuses, difficiles ou frustrantes assez longtemps pour que les effets composés créent des résultats révolutionnaires. Mais voici ce que la plupart des gens comprennent mal à propos de l'ennui. Ce n'est pas ton ennemi, c'est ton test. L'ennui est la façon de la vie de demander si tu as la force psychologique de faire ce qui doit être fait même quand ça ne fournit plus de gratification immédiate.
c'est tester si ton engagement envers tes objectifs va plus profond que ton besoin de divertissement. L'habileté à travailler sans excitation ou stimulation constante, c'est par ceux qui atteignent la maîtrise de ceux qui restent des dilettantes, sautant éternellement d'un intérêt à un autre. Quand tu peux continuer à pratiquer, apprendre, construire ou améliorer, même quand l'activité se sent routinière ou non stimulante, tu déverrouilles ce qui peut être la force la plus puissante dans l'accomplissement humain. Effort concentré soutenu au fil du temps. Les anciens stoïciens non seulement comprenaient ce principe, ils cultivaient délibérément l'habileté à trouver du sens et même de la satisfaction dans ce que d'autres pourraient considérer des activités ennuyeuses. Ils pratiquaient ce qu'ils appelaient l'indifférence préférée, apprendre à valoriser les activités basées sur leur contribution au développement du caractère et à l'épanouissement à long terme, plutôt que leur valeur de divertissement immédiate. Marc Aurèle a écrit extensivement sur trouver du but dans les devoirs routiniers, responsabilités quotidiennes et tâches répétitives. Il comprenait que le caractère d'une personne se révèle non dans les moments de crise ou d'inspiration, mais dans comment elle gère les exigences mondaines de l'existence quotidienne. Approches-tu les tâches ennuyeuses mais importantes avec ressentiment et résistance? Ou les vois-tu comme des opportunités de construire la discipline et démontrer l'engagement envers tes valeurs? La maîtrise pratique de l'ennui commence par changer ta relation avec la stimulation elle-même. Au lieu d'attendre du divertissement et excitation constant, commence à apprécier la concentration calme qui vient de l'attention soutenue sur des activités significatives. Au lieu de juger les activités basées sur combien elles sont divertissantes, évalue-les basées sur combien elles contribuent à ton développement à long terme. Premièrement, arrête d'attendre que chaque moment de ta vie se sente stimulant ou excitant. Comprends que le sentiment d'ennui indique souvent que tu fais quelque chose assez longtemps et constamment pour que ça ait réellement de l'importance. Si tu cherches constamment de nouvelles activités parce que tes actuelles se sentent ennuyeuses, tu évites peut-être la profondeur qui crée la vraie capacité. Deuxièmement, conçois des routines quotidiennes que tu suis peu importe combien elles se sentent stimulantes. Ta routine matinale, routine d'exercice, routine d'apprentissage et routine de travail devrait opérer indépendamment de ton état émotionnel ou désir de nouveauté. L'objectif n'est pas de rendre ces routines excitantes. L'objectif est de les rendre automatiques et fiables. Troisièmement, apprends à traquer ton progrès plutôt que ton niveau de divertissement. Quand tu peux voir une amélioration objective dans tes compétences, connaissances, capacités physiques ou caractère au fil du temps, le manque d'excitation moment à moment devient non pertinent. Tu es motivé par la croissance plutôt que la stimulation. Quatrièmement, pratique ce que j'appelle la présence profonde pendant les activités routinières. Au lieu d'essayer de rendre les tâches ennuyeuses plus excitantes, pratique à apporter ta pleine attention à elles. Quand tu fais la vaisselle, fais complètement la vaisselle. Quand tu fais de l'exercice, sois complètement présent avec les sensations physiques. Quand tu lis, engage-toi complètement avec les idées plutôt que de parcourir pour les points culminants intéressants. Finalement, rappelle-toi régulièrement que ton habileté à gérer l'ennui est un avantage concurrentiel dans un monde plein de personnes qui ne peuvent pas soutenir la concentration sur quoi que ce soit qui ne fournit pas de gratification immédiate. Pendant que d'autres cherchent constamment la prochaine source d'excitation, tu construis des capacités qui se composent au fil du temps. Les personnes les plus réussies dans tout domaine ont appris à trouver une satisfaction profonde dans le processus d'amélioration lui-même. Peu importe la reconnaissance externe ou excitation, ils comprennent que la maîtrise n'est pas une destination où tu arrives pendant un moment d'inspiration. C'est un style de vie que tu maintiens par d'innombrables heures de pratique concentrée, quand personne n'applaudit et rien ne se sent particulièrement palpitant. Quand tu développes l'habileté à travailler sans avoir besoin d'excitation, tu deviens psychologiquement imparable. Tu liras quand lire se sent comme du travail. Tu t'entraîneras quand l'entraînement se sent répétitif. Tu construiras quand construire se sent lent et non glamour. Tu apprendras quand apprendre nécessite un effort mental soutenu sans récompense immédiate. Et des années plus tard, quand tes résultats deviennent si extraordinaires que d'autres supposent que tu dois avoir un talent naturel ou avantage secret, tu comprendras la vérité. Ce n'était pas la génétique ou la chance ou les connexions. C'était ta volonté d'embrasser l'ennui comme le prix de l'excellence. De trouver du sens dans la cohérence mondaine. De construire la grandeur par l'accumulation de jours non remarquables remplis d'engagements remarquables. Le chemin vers la maîtrise est pavé d'ennuis. La question est, es-tu assez fort pour le marcher? Parle cette vérité dans ta vie. Commente maintenant. J'embrasse l'ennui pour construire la grandeur.
Numéro 7. Agis comme si l'échec n'était pas une option parce que le regret est pire. Le 7e et dernier principe qui transforme les gens ordinaires en bâtisseurs extraordinaires de leur propre destin s'attaque au choix fondamental qui détermine si tu vivras une vie d'accomplissement audacieux ou de regrets silencieux. Comment tu cadres ta relation avec l'échec et la possibilité de ne pas réussir. Chaque personne qui a jamais construit quelque chose de vraiment significatif avec son existence a opéré selon un état d'esprit non négociable. Ils ont traité leurs missions les plus importantes comme si l'échec n'était pas une option. Cela ne signifie pas qu'ils croyaient qu'ils ne rencontreraient jamais de revers, obstacles ou défaites temporaires. Cela signifie qu'ils ont décidé dès le début qu'ultimement abandonner, arrêter de façon permanente, ou accepter la défaite comme finale était simplement hors de table comme possibilité. Sénèque, qui a survécu à l'exil politique, d'énormes pertes financières et finalement fait face à l'exécution par l'empereur qu'il conseillait autrefois, comprenait ce principe quand il a déclaré « Ce n'est pas qu'on nous donne une vie courte, mais nous la rendons courte en la gaspillant. » Quand tu gaspilles ton temps et énergie limitée à craindre l'échec, au lieu de poursuivre tes plus hautes possibilités, tu ne risques pas juste d'échouer. Tu garantis de vivre une vie plus petite que tu es capable de vivre. Ce principe te force à confronter une vérité inconfortable. Tu vas expérimenter de la douleur peu importe les choix que tu fais. La question n'est pas si tu souffriras. La question est si tu souffriras de la douleur de la discipline et de la croissance ou de la douleur du regret et du potentiel non réalisé. Les deux sont difficiles, mais seulement un mène quelque part de significatif. La plupart des gens approchent leurs objectifs et rêves avec ce que j'appelle l'engagement désinvolte. Ils essaient des choses, ils espèrent des résultats positifs, ils se donnent des échappatoires psychologiques et des plans de rechange qui en fait sapent leurs efforts principaux. Ils entrent dans les défis en se préparant déjà mentalement à la possibilité d'arrêter quand les choses deviennent inconfortables ou difficiles. Mais le bâtisseur stoïque opère selon un paradigme complètement différent, engagement total. Quand ils décident que quelque chose importe vraiment, que ce soit leur santé, leurs relations, leur sécurité financière, leur développement de compétences ou leur contribution au monde, ils brûlent psychologiquement leur navire. Ils éliminent l'option de retraiter vers la médiocrité confortable. Cela crée un état mental où la débrouillardise, créativité et persistance deviennent non seulement des qualités désirables, mais des nécessités absolues. Quand tu enlèves l'option d'arrêter de façon permanente, ton esprit est forcé de devenir incroyablement débrouillard, à trouver des façons de continuer à avancer malgré les obstacles. Quand tu décides que l'échec ultime n'est simplement pas acceptable, ton cœur développe le genre de résilience qui peut endurer les revers temporaires sans perdre la vision à long terme. Quand tu t'engages pleinement à un résultat significatif, tout ton être s'aligne derrière cet engagement de façon que l'effort désinvolte n'atteint jamais. Ce n'est pas de la positivité toxique ou prétendre que l'échec est impossible. C'est de la psychologie stratégique. Choisir des croyances et cadres mentaux qui maximisent tes chances de succès ultime tout en minimisant tes chances de reddition prématurée. C'est comprendre que comment tu penses à l'échec influence significativement comment tu réponds aux revers quand ils arrivent inévitablement. Demande-toi cette question cruciale. Qu'est-ce qui t'effraie le plus? La possibilité d'échouer à quelque chose d'important ou la certitude de vivre avec le regret de choses que tu n'as jamais sérieusement tentées? Pour la plupart des gens, quand ils examinent honnêtement ces deux options, la réponse devient claire. L'échec, même l'échec spectaculaire, est temporaire et souvent éducationnel. Le regret est permanent et purement destructeur. L'échec peut enseigner des leçons précieuses sur la stratégie, le timing, la préparation ou l'approche. L'échec peut construire le caractère, la résilience et la sagesse. L'échec peut te rediriger vers de meilleures opportunités que tu n'aurais pas découvertes autrement. L'échec peut te motiver à développer des compétences et capacités dont tu n'aurais pas eu besoin si tout avait été facile. Le regret, par contraste, ne t'enseigne rien sauf comment ça se sent d'éviter de prendre les risques qui auraient pu transformer ta vie. Le regret ne construit rien sauf un sens grandissant de ce qui aurait pu être si tu avais été plus brave, plus engagé, plus prêt à endurer l'inconfort temporaire pour un gain à long terme. Les stoïciens s'entraînaient à confronter la peur logiquement plutôt qu'émotionnellement. Ils examineraient systématiquement leurs préoccupations en demandant « Quel est le pire résultat réaliste si je poursuis cet objectif agressivement et ne l'atteins pas ? Quel est le pire résultat réaliste si je ne le poursuis pas sérieusement
et passe des années à me demander ce qui aurait pu être. Souvent, cette analyse révèle que rester dans la médiocrité sûre et confortable porte bien plus de risques à long terme que l'action audacieuse vers des objectifs significatifs. La vie punit les timides bien plus brutalement et persistamment qu'elle ne punit les audacieux. Les timides souffrent quotidiennement de l'érosion lente du respect de soi qui vient de savoir qu'ils ne vivent pas à leur potentiel. Les audacieux souffrent temporairement des revers qui ultimement contribuent à leur force et sagesse. Commence à traiter tes rêves et objectifs les plus importants comme des missions de vie ou mort. Veux-tu démarrer une entreprise qui pourrait fournir la liberté financière et un travail significatif? Va à fond avec ta recherche, planification, réseau et exécution. Ne barbote pas, ne vois pas ce qui arrive. Engage-toi pleinement et ajuste ton approche basée sur les résultats, mais n'ajuste jamais ton engagement au résultat ultime. Veux-tu transformer ta santé physique et condition? Entraîne-toi et mange comme si ta vie en dépendait littéralement, parce qu'à bien des égards c'est le cas. Ton énergie, confiance, longévité et qualité de vie générale sont directement connectés aux choix de santé que tu fais constamment au fil du temps. Veux-tu développer des compétences qui pourraient changer ta trajectoire de carrière et potentiel de gain? Étudie et pratique comme si ta future sécurité financière dépendait de ta volonté de maîtriser ses capacités, parce que ça l'est probablement. Ce niveau d'engagement ne garantit pas que tu ne feras jamais face à des revers ou échecs temporaires, mais il garantit que tu n'arrêteras pas prématurément, que tu persisteras à travers des difficultés qui arrêtent la plupart des gens, et que tu extrairas l'apprentissage et croissance maximum de chaque expérience, qu'elle soit immédiatement réussie ou non. Marc Aurèle comprenait ceci quand il écrivait sur traiter les obstacles comme carburant pour plus d'action. L'empêchement à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. Il ne voyait pas l'échec comme l'opposé du succès. Il le voyait comme matière première pour construire un plus grand succès. Peux-tu encore expérimenter des revers, défaites et échecs temporaires, même avec un engagement total? Absolument. Mais un vrai stoïque ne s'effondre pas psychologiquement de l'échec. Il recalibre, il s'adapte, il apprend, il devient plus fort, et il continue de se diriger vers ses objectifs avec une sagesse et capacité renouvelées. Le seul vrai échec d'une perspective stoïque est d'abandonner ta mission entièrement parce que les obstacles temporaires t'ont convaincu que tes objectifs ne valaient pas l'effort requis pour les atteindre. Tout le monde d'autre est simplement éduqué par l'expérience et façonné par les défis en quelqu'un plus capable de succès ultime. Quand ta vie approche de sa fin, puisses-tu pouvoir dire avec une honnêteté complète « J'ai donné tout ce que j'avais aux choses qui m'importaient le plus. Je n'ai rien retenu par peur. J'ai pris les risques qui s'alignaient avec mes valeurs et poursuivi les objectifs qui reflétaient ma vision la plus haute de ce qui était possible. Même si tu n'as pas atteint chaque résultat spécifique que tu désirais, tu auras réussi de la façon la plus importante possible. Tu auras vécu pleinement, audacieusement, et sans le poids écrasant de te demander « et si ?» Si tu as atteint ce point, comprends que tu n'es pas comme la plupart des gens. Tu n'es pas désinvolte, tu n'es pas endormi. Tu es éveillé à la vérité dure que le temps avance que tu construises ou non. Les stoïciens n'ont jamais supplié pour une vie facile. Ils exigeaient la force d'eux-mêmes. Ils vivaient selon la loi simple. Ne passe pas ta vie à jouer le rôle d'une victime. Passe-la à devenir l'architecte de ton destin. Ton futur n'a pas besoin de plus de promesses. Il a besoin de ton action. Les 7 principes que tu as entendus aujourd'hui ne sont pas de la motivation. Ils sont des outils. Utilise-les quotidiennement. Construis ta vie avec discipline, clarté, élan, environnement puissant, consommation intentionnelle, maîtrise de l'ennui et engagement sans peur. Si tu fais ceci constamment,